Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une vidéo bilan lecture. Alors je sais, ça fait une éternité que je vous promets de faire le bilan lecture du mois de mars. On est le 1er mai, donc je vais faire le bilan du mois de mars et du mois d'avril. Je vous explique simplement que j'avais prévu de faire cette vidéo effectivement à la mi-avril et il s'est passé un truc qui s'appelle les pollens en mode plus plus, ce qui fait que en fait ça a dégénéré en crève chez moi. Parce que voilà, je suis vraiment allergique au pollen et que ça peut vraiment me faire tomber malade. Donc vous entendrez encore ma voix, peut-être que je vais tousser pendant la vidéo. Mais voilà, je décide d'enfin faire cette vidéo 1er mai. On est un peu tranquille à la maison, j'essaye. Alors je viens de faire la pile en fait de ce que j'ai lu effectivement pendant ces 2 mois. C'est l'équivalent de ce que je lis habituellement en un mois. J'ai eu une panne de lecture après l'Attrape-Malheur tome 3, dont je ne reparlerai pas effectivement dans cette vidéo, même si elle était à cheval entre février et mars. Ce qui fait qu'après j'ai eu beaucoup de mal à lire, mais voilà, je me suis un petit peu rattrapée sur la fin avril et je vais vous présenter tout ça parce qu'il y a encore, comme d'habitude, plein de genres différents. Pour le mois de mars, j'ai commencé, en dehors de l'Attrape-Malheur, par quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise d'Adrien Candiar. J'avais déjà lu quelques ouvrages d'Adrien Candiar, j'aime bien ce qu'il fait, ce sont des ouvrages assez courts, mais qui poussent vraiment à la réflexion. C'est concis, c'est clair et c'est assez dense en fait malgré tout. Donc voilà, ce petit ouvrage m'a fait vraiment réfléchir effectivement sur le sens qu'on donne à l'Apocalypse, voilà, et sur la manière effectivement dont on peut vivre en fait tout ce qui se passe, toutes les catastrophes peut-être contemporaines, enfin voilà. Ça m'a vraiment offert un éclairage effectivement et j'ai presque envie déjà de me replonger dedans parce qu'il est court. Mais parce que voilà, je trouve qu'en fait, effectivement, on garde souvent quelques aspects d'une lecture, mais que voilà, c'est tellement dense, en fait, surtout le concept de l'apocalypse, que voilà, j'ai peut-être pas envie que ça se dilue quelque part et je veux réactiver régulièrement ce qui a été dit. Mais c'est vraiment un ouvrage que je vous conseille, et d'ailleurs, je vous conseille tous les ouvrages d'Adrien Candiar, parce que c'est vraiment des petites perles pour réfléchir et se faire sa propre opinion aussi, effectivement, aller un peu plus loin que ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut lire. Au mois de mars, j'ai eu la chance de lire la super BD Juste parmi les nations, tome 1, Les réseaux de la liberté, publié aux éditions Plein Vent, donc réalisé par Ali, Bertorello, Espinosa, Scotto et Stoffel. Je vous mettrai les prénoms effectivement dans la barre d'infos, parce que là effectivement ils ont mis que les noms de famille. C'est une BD que j'ai trouvée très intéressante, quoique très dense, parce que forcément, les Justes parmi les nations, en fait, ce sont des personnes de toute religion et toute confession confondue qui ont caché en fait des enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui les ont protégés et qui ont fait en sorte qu'effectivement ils ne soient pas attrapés par les Allemands ni déportés. C'est une BD qui est vraiment très intéressante, j'ai beaucoup aimé le dessin dedans. Je l'ai trouvée vraiment très instructive. Le seul bémol entre guillemets dont j'ai déjà fait part sur les réseaux, c'est que effectivement c'est très dense. On voit apparaître beaucoup de personnages qui parfois apparaissent seulement 1 ou 2 fois. Donc en fait il faut vraiment se concentrer pour comprendre tout ce qui est dit, un peu les tenants et aboutissants de tout ça. Mais c'est vraiment une BD que je trouve très intéressante et qui était nécessaire parce que en fait c'est un sujet dont on parle peu. Et qui pourtant, voilà, ce sont des vrais héros sans cap en fait, ces personnes-là. Elles ont vraiment œuvré pour le bien. Et c'est un pan d'histoire qu'on a besoin de connaître aussi. Donc vraiment, moi je trouve que c'est une BD qui est super bien faite, qui nous invite aussi, peut-être par sa densité, à aller chercher des réponses quand on se pose des questions. Et peut-être à s'éclairer justement sur tout ce qui a été fait. Mais moi je suis ressortie grandie en fait de cette lecture et vraiment épatée par ces héros qui en sont vraiment, quoi. Même si effectivement c'était très dense, j'ai vraiment apprécié ce voyage et ça a été une des rares lectures que j'ai aimé faire effectivement pendant le mois de mars, donc je ne peux que vous la conseiller. Au mois de mars, c'était encore le carême, donc j'ai lu effectivement un bouquin qui m'a vraiment mis dans cette ambiance du carême, dans la préparation à Pâques, au Triduum Pascal. Donc j'ai lu Le Saint-Suaire de Turin, témoin de la passion de Jésus-Christ, de Jean-Christian Petit-Fils aux éditions Talendier. Et je vais pas vous dire que ça a été un coup de cœur, mais si, en fait, ça a été vraiment une excellente lecture qui m'a fait beaucoup de bien. Moi qui ai habituellement du mal en fait avec le chemin de croix, même peut-être avec la passion, parce que voilà, j'ai déjà vu effectivement beaucoup de chemins de croix, j'ai parfois un petit peu du mal effectivement avec la manière dont il est abordé, avec la manière dont je l'aborde, voilà, il y a plein de choses, mais là en fait justement, avoir le résumé de tout ce qui a été découvert sur le Saint-Suaire, parce qu'on a d'abord tout son périple géographique
pour arriver de Jérusalem jusqu'à Turin. Et il a fait plein d'escales et on a pu retracer effectivement quel a été tout son parcours. Et ensuite, en fait, on a effectivement aussi toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites à partir de 1898, puisque c'est en fait à cette époque-là qu'on a découvert qu'en prenant une photo du Saint-Suaire, eh ben, on avait un négatif de photo. La photo qu'on voit là, qui a été refaite après avec d'autres instruments plus performants. Mais en fait, effectivement, depuis ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi il y a ce négatif de photo, comment il s'est fait, comment voilà. Donc on a voulu vérifier, enfin les scientifiques ont voulu vérifier, est-ce que c'est vraiment le suaire de Jésus-Christ, qu'est-ce qui permettrait en fait d'affirmer ça. Et il y a eu plein de recherches, dont la fameuse recherche, la datation au carbone 14, qui a été un fiasco, et Jean-Christian Petit-Fils nous explique pourquoi, voilà, même maintenant en fait les chercheurs, les laboratoires expliquent aussi, admettent pourquoi ça a été un fiasco, pourquoi ça n'a pas marché, alors que toutes les autres recherches et toutes les autres observations qui ont été faites sur ce suaire tentent à démontrer en fait, effectivement que c'est le Saint-Suaire de Jésus-Christ. Donc après voilà, ça dépend de la conviction de chacun, mais tout ce qui est présenté, les éléments qui sont apportés en tout cas sur la description, ne peuvent que toucher en fait le lecteur qui y croit. Et la force aussi de ce bouquin, c'est qu'à la fin, Jean-Christian Petit-Fils, qui est croyant aussi, en fait, nous relie quelque part les évangiles avec toutes les découvertes qui ont été faites à partir du suaire pour nous expliquer comment était vraiment la lapidation, qu'est-ce qui s'est passé entre la descente de la croix et la mise au tombeau, l'embaumement, toutes ces choses-là. Et moi, j'ai été vraiment très émue, très touchée de tout ça, parce que c'est vrai qu'on nous parle de la crucifixion, on a peut-être tous vu, en tout cas on a vu des extraits effectivement de la Passion du Christ de Mel Gibson, enfin il y a tout ça, mais le lire effectivement dans les détails ce que ça a pu être sans trop accentuer, mais lire simplement ce qu'ont été les choses, moi ça m'a beaucoup touchée, et j'ai vécu cette Pâques du coup vraiment avec une ferveur dans le cœur, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de tout ça, donc je peux que vous le conseiller parce que ça nous permet de redécouvrir quelle a été vraiment la passion, la crucifixion, qu'est-ce que Jésus a souffert pour nous en fait, et du coup de peut-être voir encore plus qu'est-ce que c'est que cette résurrection, enfin voilà, c'est vraiment la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la douleur et sur la souffrance. Enfin, je peux même pas vous décrire tout ce que ce bouquin m'a apporté, mais je m'attendais pas à autant être touchée, à être happée dans ma curiosité, tout à fait, mais être touchée à ce point-là en tant que croyante, pas du tout. Donc je peux que vous le conseiller, et maintenant du coup j'ai envie de lire plein d'autres ouvrages de Jean-Christian Petit-Fils, notamment le livre qu'il a écrit sur Jésus et sur ce qui est apporté historiquement par rapport à sa figure. Après ça, au mois de mars, j'ai enchaîné avec un roman d'Alexandre Dumas, enfin c'est même 2 histoires d'Alexandre Dumas, parce que ça s'appelle Jane, mais en fait Jane est un court roman suivi du roman Cécile, qui est d'ailleurs plus long que Jane, j'essaie de retrouver la page. Voilà, concrètement, ça c'est Jane et ça c'est Cécile. Donc on a 2 histoires assez différentes que j'ai eu un petit peu du mal à lire, d'ailleurs j'étais pas trop dans le mood parce que c'est pas du roman de KPDP. Et c'était effectivement des histoires un peu plus romantiques, un peu plus... je sais pas, l'ambiance n'était pas la même que ce que j'avais l'habitude de lire pour Alexandre Dumas, donc j'ai eu un petit peu du mal, mais j'ai découvert. Et clairement l'histoire de Cécile est plus intéressante que celle de Jane, même si à la fin de Cécile, je suis arrivée, j'ai regardé mon mari, j'ai fait quoi? Tout ça pour ça? Donc voilà, Jane, c'est une espèce de petite fable, effectivement, avec un héros, voilà, c'est inspiré apparemment d'un conte russe, si je ne dis pas de bêtises. Mais l'histoire de Cécile, c'est vraiment du romantisme, vous savez, drame. Voilà, on a une héroïne qui a été blessée, et on suit effectivement tout son parcours jusqu'à cette blessure, et qu'est-ce qu'elle va faire avec cette blessure. Et la fin est... Bah écoutez, moi je trouve que les auteurs contemporains, genre... celui qui a écrit The Fault in Our Stars, il savait rien du tout en fait. Hein. Par rapport à Dumas, le drame, voilà. Hein. Mais bon, bref, ça a été quand même une lecture intéressante, je regrette pas du tout l'avoir faite, mais waouh quoi. Hein. La prochaine fois que je penserai à une histoire d'amour qui finit mal, je me dirais, bah dis donc, Dumas il avait quand même élevé le niveau au-dessus, c'est de la tragédie. Hein. Donc voilà, mais c'est une lecture intéressante, je connaissais vraiment pas du tout ces ouvrages, donc voilà, j'ai découvert encore une fois un aspect d'Alexandre Dumas
que je ne connaissais pas, et je poursuis du coup mon exploration de ces ouvrages, quoi, on va dire ça comme ça. Parlons maintenant d'un livre qui était effectivement à cheval sur mars et avril, que j'ai lu longtemps parce qu'en fait c'est un livre qui se lit en plusieurs étapes, en 40 étapes de fait. Il est censé se lire effectivement en 40 jours, alors moi je l'ai lu peut-être sur 40 jours, mais il y a des jours où j'ai pas lu et des jours où j'ai lu 5 étapes d'un seul coup. Donc voilà, je n'ai pas été une lectrice très précise pour cet ouvrage-là, mais c'est quand même un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. Donc, Le bonheur n'est pas dans le canapé du Père Aymar de Longotty, aux éditions Première Partie. Alors je suis le Père Aymar depuis longtemps sur YouTube. J'avais beaucoup apprécié ce qu'il avait fait, j'ai même pas vu sa vidéo avec Thibaut Inchep, mais je suis tombée dessus grâce, je crois, à une vidéo du frère Paul Adrien, que j'aime beaucoup suivre, et du coup j'ai découvert son contenu. Un jour il s'est mis à me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai failli finir en PLS, parce que je crois que je le suis aussi sur Instagram, donc bref, j'ai été très touchée de recevoir son livre en service presse, parce qu'il a demandé à ce que je le lise, et en fait j'ai été vraiment épatée par le contenu de ce bouquin, parce que ce sont des étapes que j'ai moi-même découvertes en fait en faisant mon burn-out, et surtout en dépassant le burn-out. Il y a des choses, par exemple, effectivement au début, vivre le moment présent, apprendre à se faire confiance. Donc je dois préciser ici que c'est à la base un livre qui est prévu effectivement pour les adolescents à partir de 15 ans, mais qu'il est absolument approprié effectivement pour des jeunes qui sont déjà plus au lycée, sur la fin du lycée, dans leurs études supérieures, et que moi j'aurais tout à fait trouvé adéquat au début de ma vie professionnelle, à l'université, ou même juste après effectivement quand j'ai fait mon burn-out et que je ne savais pas quoi faire de ma vie, ni comment la reprendre tout à fait en main. Donc voilà, moi j'ai appris sur le tas, mais ce livre-là est vraiment une petite perle, parce qu'on part vraiment de la base effectivement pour retrouver un petit peu l'estime de soi, pour se prendre quelque part en main et prendre je dirais pas sa psyché, mais effectivement de devenir acteur de sa vie sur des points qu'on considère un peu comme basiques, mais voilà, sur un peu l'individualité de l'être humain. Et plus ça va, plus effectivement on s'ouvre aux autres, à l'altruisme, et surtout effectivement plus on invite Dieu dans nos vies, comment on fait effectivement pour avancer avec Dieu, comment faire sa volonté, et comment surtout chacun trouve sa voie. Ce n'est pas du tout un livre où on a des tips effectivement pour réussir sa vie. Il y a des défis, effectivement, tous les jours, des choses à mettre en place, mais des choses à mettre en place pour que chacun trouve sa place, trouve ce qui lui corresponde et puisse cheminer avec Dieu et avec les autres. Donc voilà, ce sont je trouve que le contenu en lui-même est vraiment très bien fait. En plus, la mise en page est vraiment agréable, elle est dynamique, il y a des images, il y a des citations. C'est vraiment très inspirant. Et c'est très accessible. Le langage, au départ, je me suis dit, pour des jeunes de 15 ans, c'est peut-être un petit peu élevé. Et en même temps, je trouve que c'est nécessaire, c'est prendre les gens au sérieux. Je trouve que c'est prendre les jeunes au sérieux aussi, que de leur montrer effectivement des ouvrages dans lesquels on parle effectivement un langage soutenu, mais très accessible. Donc voilà, en plus de ça, les réflexions, on sent vraiment que le Père Aymar est au contact de jeunes qui lui font des réflexions, genre, mais pourquoi est-ce que je devrais prier la Vierge Marie? C'est bon pour les petites vieilles qui ont un chapelet dans la main, ça. Donc vraiment, il y a vraiment plein d'étapes, 40 étapes qui nous recentrent effectivement pour devenir acteurs de notre vie, mais acteurs dans le monde. On n'est pas seul, on n'est pas simplement la somme des individus, on est un ensemble et on est avec Dieu aussi. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage que je peux que vous conseiller à tout âge, et surtout aux plus jeunes, parce que je pense qu'on est dans des générations où on est un peu tous perdus. Donc avant de finir en burn-out comme j'ai pu le faire, offrez ce bouquin aux jeunes, ils en feront ce qu'ils voudront, mais je pense que vraiment ça peut pas leur faire de mal de lire ça, au contraire. Et même s'ils sont un peu plus âgés, si vous voyez qu'il y a un petit peu d'errance, si vous avez envie simplement de leur faire du bien et de leur faire un bon cadeau, et celui-ci est vraiment à offrir et à lire, voilà. Succès quoi. Après ça, j'ai enchaîné avec la suite des Indispensables de Brunor, publié aux éditions Brunor. On les a prêtés, donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je les lise assez rapidement, puis c'est vrai que le format BD m'aidait en fait à lire au milieu de ma panne de lecture. Voilà, j'avais tellement apprécié la première saison, les 5 premiers tomes, que je me suis dit en fait je vais continuer. Alors la première partie est vraiment effectivement pour parler effectivement du fait que le hasard n'existe pas dans notre univers, et que si notre univers existe, il y a une raison, qui a un principe créateur. Et en fait la deuxième partie se centre vraiment effectivement sur
plutôt sur la théologie, donc c'est la saison 2 et la saison 3. La saison 3 est vraiment centrée sur ce qu'est effectivement Jésus-Christ et la question du logos, parce qu'effectivement il y a la question du est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Est-ce qu'il est vraiment homme? Et qu'est-ce que ça implique? Est-ce que le logos fait chair, comme c'est marqué au début, enfin traduit en tout cas au début de l'évangile selon saint Jean, n'implique-t-il pas qu'il y ait en fait du polythéisme, parce que ça voudrait dire en fait que Dieu, enfin voilà, il y a toute une question théologique qui est développée effectivement sur plusieurs BD, c'est assez dense, mais ça a été vraiment une question hyper intéressante qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai appris beaucoup de choses aussi au niveau historique, ce qui s'était passé au niveau des conciles, et quelles avaient été les avancées, effectivement, les prises de position de l'Église par rapport à tout ça. L'influence de Platon dans tout ça, des disciples de Platon dans l'Église. Donc ça a été vraiment très enrichissant. Et du coup maintenant, quand je vais à la messe, quand je dis mon credo, je réfléchis effectivement à ça aussi. Donc je pense que c'est précieux parce qu'il y a peut-être un éclaircissement qui est bénéfique pour tout le monde, surtout pour les chrétiens, parce que c'est une question un peu théologique qu'on se pose peut-être pas forcément, mais qu'on peut en fait avoir un peu en sous-main, sous-jacent comme ça. Et qui mérite tout à fait d'être clarifié parce qu'il y a des gens qui sont morts effectivement pour clarifier tout ça, que Jésus est vraiment la parole de Dieu unie à, enfin le Dieu véritable uni à l'homme véritable. Il n'y a pas deux personnes dans Jésus-Christ, il y en a une, mais que effectivement Dieu s'est uni à l'homme complet. Donc voilà, c'est très résumé, mais pour vous dire que voilà, il y a beaucoup de choses à savoir encore et que ce voyage dans le passé et dans la théologie a été vraiment très sympa. Et encore une fois, j'apprécie beaucoup déjà le trait de crayon de Brunor et surtout la manière dont il met ça en œuvre pour essayer d'avoir un scénario en fait qui soit cohérent, compréhensible pour tout le monde. C'est assez ludique et en même temps c'est assez poussé, donc un défi qui a pas dû être facile à relever mais qui est largement réussi. Bon, je suis désolée, vous entendez peut-être que je suis essoufflée. Les pollens aussi, ça m'essouffle, pardon. Je vais essayer de faire quand même au mieux. Ensuite, j'ai enchaîné avec le dernier ouvrage en format papier, en fait, pour le mois d'avril. Il s'agit d'un service presse que j'attendais depuis longtemps, depuis que les deux auteurs en parlent sur le réseau. Donc Margot et les mystères de l'amour, s'aimer pour pouvoir aimer, aux éditions Artege des CNV, par Inès Boissonville et Clarisse Dessay. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, ces deux auteurs. Inès Boissonville, vous la verrez encore souvent vous verrez encore souvent ses ouvrages sur ma chaîne. Je les reçois assez régulièrement et puis même maintenant en fait que j'ai découvert ce qu'elle faisait, j'apprécie vraiment ce qu'elle fait, donc voilà. Et Clarisse Dessay, je vous ai déjà parlé de sa BD Il s'est marié à rire beaucoup d'enfants, ou pas, et c'est aussi une illustratrice que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux. Enfin, voilà, ce sont deux femmes extraordinaires que j'aime beaucoup suivre pour leur humanité, pour leur foi, donc voilà, donc vraiment super. Et ce livre, c'est le livre que j'aurais voulu avoir quand j'étais adolescente. Et clairement, elles l'ont fait les deux dans cette optique-là. On aurait toutes voulu avoir un livre qui parle de sexualité, de la grandeur du mariage dans une perspective chrétienne. Je parle pour ceux qui effectivement ont été élevés dans la foi chrétienne. Mais moi, clairement, qui voulais vivre le mariage dans une perspective chrétienne, adolescente, qui refusait, qui ne comprenait pas en fait effectivement ces rapprochements avec les garçons, je me sentais clairement pas prête et j'aurais voulu trouver les mots pour expliquer ça, et je les avais pas. Ce livre est fait, est parfait. Ce livre est complet, ce livre est clair, ce livre nous parle des changements physiologiques, physiques, intérieurs, psychique qu'il peut y avoir dans l'esprit d'une adolescente. Et c'est tellement précieux en fait parce que ça t'explique qu'effectivement, oui, peut-être que ton corps est prêt pour avoir une relation sexuelle, mais le reste de ton être ne l'est pas. Et qu'est-ce que ça implique d'avoir une relation sexuelle? Voilà, ça veut dire ça veut dire ceci. Pourquoi est-ce que l'Église demande que le mariage, qu'on attende le mariage pour avoir des relations sexuelles? Qu'est-ce que c'est que la beauté de l'amour? Comment on peut avoir une belle estime de soi? Quelle est la différence entre l'homosexualité et l'amitié à l'adolescence? Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Il y a des interventions effectivement de professionnels, de diététiciennes, de gynécologues,
d'infirmière il me semble, voilà, et on nous parle effectivement, non pas seulement effectivement du mariage, mais on nous parle aussi effectivement de la vie consacrée, des différents choix qui sont faits, et le tout effectivement dans une perspective chrétienne. On nous parle aussi des dangers de la pornographie, donc vraiment, enfin, ne vous trompez pas sur son format, on dirait qu'il est tout petit, mais en vrai il fait presque 100 pages, avec des super dessins de Clarisse Dessay, avec beaucoup de contenu, qui est très accessible, que les adolescentes peuvent prendre comme elles le veulent, quand elles le veulent, et surtout, enfin, après elles peuvent en parler avec leurs adultes de référence, si elles le souhaitent, ou même entre copines. Et je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. C'est un outil qui est vraiment très précieux. Pour moi, c'est clairement un indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Donc je suis très contente d'avoir le mien. Je vais l'offrir effectivement aux jeunes que je connais autour de moi, spécifiquement à ma fille quand elle aura l'âge pour ça. Mais c'est vraiment un bijou que je vous conseille. Je crois qu'elles sont en train de travailler sur une version pour les garçons, mais c'est un must-have et un must-read absolument dans sa bibliothèque. Je vous le conseille, il est en rupture de stock un peu partout, les stocks sont en train d'être enfloués, mais c'est un succès qui est largement mérité. Il faut lire ce livre, il faut le partager. On en avait besoin quoi, vraiment on en avait besoin, donc merci Inès Doissanville et merci Clarisse Dessay d'avoir fait cet ouvrage parce qu'il n'est clairement pas accessoire dans notre société. Bon, comme vous le voyez, hein, je lis moins mais ça m'empêche pas d'être d'être bavarde quand même. Mais là effectivement j'ai lu des ouvrages qui nécessitaient effectivement que je déploie un petit peu mon argumentaire, puis c'était tellement bien que je ne peux pas simplement rester avec une minute dessus. Bref. J'ai enchaîné ensuite avec des livres effectivement audio et numériques, donc je suis doucement en train de sortir de ma panne de lecture grâce à ces formats-là. J'ai voulu du coup écouter le premier tome de Nos amours impossibles, Te sauver de Ninon Hammet sur Audible. C'est lu par Vanessa Arretti. Je dois avouer qu'avec ce tome 1, j'ai eu un petit peu du mal. Je trouvais que les thématiques, ou même le contexte en fait familial des deux protagonistes était presque un peu cliché pour moi. C'est juste parce que j'ai pas l'habitude de lire ça, mais comme d'habitude, je me suis dit voilà, je connais un peu Ninon Hammet, j'ai lu quelques-uns de ses bouquins. La grande force de Ninon Hammet, c'est qu'elle réussit vraiment à traiter la psychologie de ses personnages, à faire en sorte qu'ils partent d'un point, même si on n'apprécie pas forcément ce point-là, et qu'ils évoluent ensemble dans des situations et qu'ils mûrissent, qu'ils deviennent vraiment adultes, parce que quand ils sont adolescents, hein, sinon effectivement ils sont déjà adultes et ils évoluent vraiment dans leur situation respective. Et je me suis accrochée à ça. En plus de ça, j'avais du mal vraiment avec la narration, j'avais l'impression que Vanessa Reddy n'arrivait vraiment pas à placer ses aigus, qu'elle était tout le temps étonnée ou qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en fait, au fur et à mesure de la narration, on se rend compte qu'effectivement, elle arrive un peu mieux à maîtriser les voix, notamment parce qu'elle passe à la voix masculine et que là, on est obligé de poser plus bas pour imiter une voix de garçon quand on est une femme. Donc voilà, il y a eu un vrai moment où ça a été compliqué pour moi. Et finalement, effectivement, je suis arrivée à la fin, j'ai fait pourquoi j'ai pas la suite. Parce que comme d'habitude, c'est aussi quelque chose que Ninon Hammet maîtrise super bien, les retournements de situation, les intrigues, voilà, qui nous prennent. Donc voilà, cette première lecture a été sympathique, mais j'attends beaucoup plus effectivement du tome 2 qui va sortir au mois de mai et que je vais télécharger sitôt qu'il sera sorti. Je l'écouterai pas tout de suite, mais je l'écouterai pendant le mois de mai. Donc voilà, ça a été un succès, mais un succès un petit peu mitigé quand même, voilà, heureusement que la fin a rattrapé tout ça. Toujours un roman audio, puisqu'elle en a deux des romans Ninon Hammet qui sont sortis chez Audible, et que ces romans en faisant moins de 10 heures, bon bah voilà, je les écoutais assez rapidement, ce sont des histoires d'amour. Bref, j'ai écouté ensuite Croire encore au bonheur, donc de Ninon Hammet, lu par Shirley Dean. Alors j'avais entendu parler de cet ouvrage parce que Ninon fait régulièrement des posts sur sa page Facebook où elle explique un peu les liens entre ces différents univers. Et en fait, il y avait un petit lien de cette histoire avec la trilogie Les liens du cœur que j'ai lu et que j'ai énormément aimé. Donc concrètement, en fait, on a un chanteur qui s'appelle Joshua Darrell qu'on aperçoit effectivement au travers d'un personnage dans la série et qui est du coup le héros cette fois-ci de cette histoire avec je me souviens déjà plus du nom de la maman, c'est triste. On a une jeune mère effectivement qui est veuve et qui doit élever ses enfants seuls et qui en fait va se retrouver avec Joshua Darrell comme voisin, et ils vont peu à peu effectivement faire connaissance parce qu'elle l'a pas du tout reconnu, c'est pas du tout les stars et tout, c'est pas du tout son domaine, et bah du coup ils vont développer une amitié qui va devenir peu à peu
autre chose. Mais voilà, moi j'ai beaucoup apprécié cette histoire parce que déjà les héros sont plus proches de ma tranche d'âge et qu'on a été sortis effectivement de ces dynamiques du lycée, même si j'apprécie aussi lire des histoires à ce moment-là. Mais là vraiment on est dans la maturité effectivement d'une maman qui a une famille et qui doit assumer. Et d'un homme effectivement qui connaît la célébrité et qui en a marre parce que il a l'impression de se sentir dépossédé de sa vie. Donc j'ai trouvé déjà que là, effectivement, le côté psychologique, la psychologie des personnages, je sentais vraiment qu'il allait avoir un vrai travail dessus. Et je me suis clairement régalée parce que c'est du slow burn. Nino Hammé n'écrit pas des histoires où les héros se sautent dessus, voilà, au bout de 3 pages. Au contraire, on a vraiment un développement des sentiments et j'ai beaucoup apprécié. Et là, effectivement, cette fois-ci, la narration par Shirley Dean, en plus, était vraiment bien maîtrisée dès le début. J'ai juste eu un petit peu de mal avec les passages qui sont chantés. Parce que pour moi, effectivement, les textes de Joshua Darrell n'avaient pas à être chantés, mais c'est parce que c'est mon ressenti aussi en tant qu'auteur. J'aurais un peu de mal que les gens chantent des paroles dont je n'ai pas forcément une mélodie prévue. Donc voilà, ça c'était... Mais en dehors de ça, tout est super bien fait. On a l'impression d'être dans une ambiance cocoon, avec pourtant cette impression de page turner, parce qu'on a envie de connaître la suite. C'est le principe de l'histoire d'amour. Donc voilà, la fin est presque trop rapide parce que voilà, il y a eu un retournement de fou. J'ai cru que je me suis dit, elle a intérêt à bien gérer l'auteur là parce que sinon je vais péter un câble. Je ne supporterai pas que cette ambiance dans laquelle je me sens si bien depuis le début soit vrillée pour ne pas arriver à quelque chose qui ressemble effectivement à ce que j'apprécie. Donc tout s'est bien passé, c'est vraiment une lecture que je peux que vous conseiller. C'est pas un coup de cœur, mais c'est du Ninon Hammé comme je l'aime vraiment. Doux, bienveillant et profond. Donc voilà, à écouter ou à lire. Et avant de passer à la dernière lecture non terminée effectivement pour le mois d'avril, je vais vous parler du roman que j'ai fini, que j'ai dévoré en 2 jours. Il s'agit de Coup de bluff de Karine Carville en auto-édition. Alors, ça fait un petit moment que je suis Karine Carville effectivement sur les réseaux sociaux. C'est un peu la chef sur TikTok au niveau des auteurs auto-édités. Elle a réussi à sortir son épingle du jeu. Elle est hyper dynamique, elle a publié beaucoup de bouquins, bref, j'admire beaucoup son parcours. Et on a échangé en fait il n'y a pas très longtemps, elle m'a donné un coup de main pour ma boutique en ligne de romans. Et j'avais déjà emprunté un de ses livres, et comme j'ai arrêté l'abonnement Kindle, je n'ai pas lu en fait son bouquin. Et là d'un seul coup je me suis dit mais en fait tu la suis et tu la lis même pas. Donc j'ai retéléchargé Coup de bluff, et qui est effectivement présenté étant comme une romance avec un soupçon de thriller. Et je l'ai dévoré. Donc j'ai découvert la plume de Karine qui est hyper efficace, on est concis, on est dans une histoire d'amour qui concrètement peut se jouer sur, je crois, 100-150 pages, ce qui est hyper court, mais en fait on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. La preuve étant que je peux encore être avec les personnages dans ma tête et me dire que voilà, ils ont laissé une trace en moi. Tout a été super bien croqué. J'aurais presque voulu d'ailleurs plus de détails parce que j'aime bien quand ça dure plus longtemps. Mais tout était... il manquait rien en fait dans cette histoire, ce qui est assez rare parce que voilà, pour 150 pages, il faut y aller. Mais voilà, tout a été super bien fait avec des retournements de situation que j'attendais pas. Vraiment, c'est une lecture qui a été plutôt sympa, avec des bonus en plus qui sont loin d'être inintéressants, même si parfois ils sont pas rattachés effectivement au roman en lui-même, même si je dois avouer que la partie de poker à la fin m'a assez surprise. Quant à l'histoire d'amour qui est rajoutée, je crois, une petite histoire de Noël, bon, ce qui m'a beaucoup plu là-dedans, c'était la dynamique des personnages, les dialogues qui fusent, plus que l'histoire d'amour en elle-même, parce que concrètement, pour moi, c'était un petit peu irréaliste. Mais je me suis laissée prendre au jeu, et à la fin, j'étais contente d'avoir lu ça. Ça m'a laissé une impression voilà, positive. Donc, je peux que vous conseiller cet ouvrage-là, Coup de bluff, parce que on est vraiment dans le contexte du poker, mais même au niveau de l'intrigue, tout est pensé pour qu'en fait on a l'impression que l'auteur joue une partie de cartes avec nous et que nous en fait on est complètement largués et en fait on aime ça. Donc voilà, c'est un succès pour cette première lecture et j'espère pouvoir lire d'autres ouvrages de cet auteur dans pas longtemps. Mais il n'y a pas de raison pour que quoi. Et on arrive à la dernière lecture du coup à cheval sur avril et mai. Il s'agit de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, lu par Stéphane Ranchowski. Je crois que ça se dit comme ça, si j'ai écorché, pardon. Donc chez Audible. Pourquoi je lis 20 000 lieues sous les mers? Tout simplement parce qu'en fait on a offert 20 000 lieues sous les mers à mon beau-père
à Noël, qu'il l'a lu et qui en fait il l'a mis dans les bouquins qu'il me prête pour que je les lise, vu qu'habituellement c'est moi qui lui prête des bouquins. Donc il l'a mis et en fait, comme je suis en panne de lecture, je me suis dit clairement si je commence ce bouquin-là, je vais rester bloquée dans ma panne de lecture et je me suis dit je vais pourquoi pas essayer de l'écouter en version audio, il fait 16 heures et en fait la narration par Stéphane Ronchusky est incroyable. C'est ça qui me tient en fait parce que pour l'instant je vais vous avouer en fait que Jules Verne je découvre qu'il est vraiment dans la mouvance effectivement de Zola et compagnie, il y a beaucoup de descriptions. C'est le principe aussi de 20 milieux sous les mers, je m'y attendais effectivement à ce qu'on ait beaucoup de détails, beaucoup de choses, voilà, donc j'écoute parfois d'une oreille distraite, mais la narration par ce narrateur, en fait, elle est juste tellement incroyable que j'ai pas envie d'arrêter, j'ai juste envie d'écouter et de voir comment il interprète euh, les personnages à bord du Nautilus, enfin, il y a quelque chose qui m'accroche. Donc voilà, c'est un petit plus pour la version audio quand même, donc je peux que vous conseiller vraiment de tenter les romans audio, parce qu'il y a vraiment des narrateurs qui savent prendre l'intrigue en main et nous rendre les choses mais tellement vivantes, tellement... voilà. Bref, je vous donnerai mon avis final sur cette lecture le mois prochain si tout va bien, et je crois que je vais m'arrêter là. Ce sera donc tout pour cette nouvelle vidéo où j'ai été encore bien bavarde, pardon. Elle aura mis le temps à arriver, mais voilà, du coup vous pourrez la regarder peut-être en plusieurs fois, hein, voilà. J'espère que j'arriverai à lire un peu mieux pendant le mois de mai, sinon ça vous fera un bilan lecture qui sera pas très long, mais tant mieux. Je vais essayer de vous tourner le book haul parce que j'ai eu pas mal de réceptions effectivement pendant le mois d'avril, puis du coup je crois que j'ai pas fait pendant le mois de février non plus, donc ça va faire 3 mois de réception. Je devrais avoir une jolie pile à vous présenter. Voilà, je vous souhaite d'excellents rêves qu'ils soient en mots ou non. Je vous remercie encore une fois d'être là avec moi, de me soutenir malgré mes retards, malgré mes... Merci d'être là, merci de partager avec moi et merci vraiment beaucoup. Je vous fais plein de poutous et je vous dis à très vite.